Comme beaucoup de monde, j'ai regardé la vidéo du Raptor sur le climat et je dois vous dire qu'elle m'a un petit peu laissé sur ma faim. Alors, on va le voir, c'est quand même du bon boulot, il y a des arguments super intéressants qui sont développés. Il y a aussi quand même des erreurs de fond et de forme, à mon avis, je vais y revenir. Et surtout, il y a ce que le Raptor ne dit pas et ce que j'aurais tant aimé qu'il dise, parce que, eh bien, je pense que c'est essentiel à avoir en tête pour bien comprendre tout ce qui est en train de se jouer en ce moment et dans les années à venir. Et je dois avouer que c'est quelque chose que je dis moi, mais j'ai l'impression de le dire seul, alors que pourtant, ça me paraît évident, enfantin, et j'aimerais que le discours que je tiens, que je vais vous développer dans quelques instants, eh bien, soit porté par le plus grand nombre possible, parce que cette folie écolo-gauchiste, écolo-apocalyptique qui se prépare, enfin qui est déjà en train de se jouer là, c'est juste pas possible. Donc je vais vous parler de tout ça. Je vais d'abord quand même revenir sur une erreur de fond, à mon avis, dans cette vidéo du Raptor. Alors, ça se voit d'ailleurs dans le choix des visuels qui a été effectué par ses soins. Bon, on a là sa dernière vignette, parce qu'il en a changé récemment, donc on voit que il y a un côté quand même populo-conspi, c'est-à-dire pas seulement complotiste, parce que complotiste, on est tous le complotiste de quelqu'un, et parfois, dans les interrogations dites complotistes, il y a en réalité des vérités, d'accord? Mais au-delà de la saine remise en question du discours dominant, il y a parfois un biais qui est très humain, hein, mais qui est celui de tout remettre en question à chaque fois que Macron, Greta Thunberg, là on les voit sur la vignette, ou une figure d'autorité parle, on a des gens que j'appellerais peut-être plutôt conspirationnistes, qui vont forcément considérer que c'est faux, que c'est erroné, et qu'il faut penser l'inverse. Et j'y ajoute le côté populiste, parce qu'il y a des gens qui surfent sur cette vague conspirationniste pour se faire un petit peu d'argent ou se faire des audiences. Voilà. Alors parfois consciemment, parfois inconsciemment, c'est pas forcément la question, mais voilà, il y a ce courant-là qui existe. Et dans cette vidéo du Raptor, on voit quand même une explication un peu populo-conspi qui est avancée par ses soins, puisque selon lui, alors il le dit pas clairement parce qu'il est malin, et puis je pense que il sait bien que c'est une explication qui est trop grossière, mais quand même, c'est très clairement sous-entendu que les super riches se satisfont totalement de cette atmosphère apocalyptique. Pire que ça, ils l'entretiennent, ils la veulent en fait. C'est eux qui sont responsables dans l'esprit du Raptor. Les hyper riches donc sont très heureux de ça parce que ça leur permet d'avoir du pouvoir sur le peuple. Alors là, pour le coup, il y a évidemment un biais chez les élites, avec beaucoup de guillemets, qui est effectivement ce biais de domination. La volonté d'avoir du pouvoir et de l'exercer sur les masses, c'est quelque chose de très fort. Donc ça, pourquoi pas. Mais il y a aussi cette idée développée par le Raptor que, en fait, c'est fait pour gagner de l'argent, les hyper riches, comme ça, vont essorer la classe moyenne, les Européens, et on a donc un but financier derrière. Alors je crois pas du tout à ça, voilà, ne serait-ce que parce que n'importe quel esprit logique sait que cette volonté de décroissance, et d'ailleurs il l'explique bien, hein, entraîne inévitablement une chute drastique de la richesse produite par les pays, et donc les hyper riches, même s'ils arrivaient à tirer hypothétiquement un peu d'argent de cette décroissance-là, en fait, ça serait balayé par les conséquences négatives économiques. Donc j'y crois pas du tout. Pour la question du pouvoir, c'est autre chose. Ça peut jouer à la marge, mais je pense que cette vidéo du Raptor, le gros problème de fond, c'est qu'elle invisibilise la responsabilité de l'idéologie de gauche, qui est pour moi l'ennemi mortel de notre civilisation, et ça me paraît impensable de faire l'impasse là-dessus, alors que la responsabilité de cette idéologie est quand même gigantesque. Alors qu'est-ce que l'idéologie de gauche? Je vous la fais rapidement. C'est la formalisation politique de quelque chose qui est là depuis la nuit des temps en l'humanité. Derrière ce terme de gauche, il y a en réalité la haine de la grandeur venant de personnes qui ne peuvent pas tolérer cette grandeur parce que ça leur rappelle leur petitesse, leur faiblesse, leur flemme, que sais-je. Et donc, plutôt que de s'élever vers la grandeur, ils préfèrent l'abattre. Plutôt que d'accepter que tout le monde ne peut pas être grand, ils préfèrent que tout le monde soit petit. Voilà ce que c'est, ça donne ultimement, hein, dans sa forme terminale, le communisme. Et on a plein de déclinaisons de toute cette folie, hein, qui est basée sur l'obscurantisme égalitariste, qui est une négation de l'existence de différences biologiques entre les individus, entre les sexes et entre les populations, parce que s'il y a des différences biologiques, eh ben forcément, les inégalités, les différences qu'on peut observer, elles ne sont pas dues uniquement à des facteurs sociaux, environnementaux, etc. Et ça, les gauchistes ne peuvent pas le supporter. Donc depuis la nuit des temps, il y a cette pulsion-là
contre la grandeur qui s'exprime, et ça donne la haine de l'ordre, de la civilisation, et même la haine de soi, de son peuple, le fameux ethnomasochisme. Et ça peut même aller, et dans ce cas-là ça nous intéresse, jusqu'à la haine de l'espèce humaine, avec cette croyance que la planète se porterait mieux sans les humains. L'idéologie de gauche, si on pousse donc les curseurs au maximum, c'est la haine des peuples européens, de la civilisation européenne, et même de l'espèce humaine. Tout ça, c'est inconscient, évidemment, en très très grande partie, hein, mais au bout du bout, c'est vraiment ça qui se joue. Donc c'est vrai que de voir un autre ennemi désigné, ça m'a quand même paru léger, parce que évidemment que dans cet écolo-gauchisme apocalyptique, il y a cette pulsion de destruction propre à l'idéologie de gauche qui s'exprime. Alors là, je vais exprimer un reproche de forme, mais qui en réalité est aussi un reproche de fond quand même. Je vais bien sûr parler des sources. Quand on regarde la vidéo donc du Raptor, on tombe sur, en description, un lien qui emmène vers les sources. Et alors là, j'ai été catastrophé, parce qu'en réalité, à la place d'un document de source, on a un document PDF très très court, qui est en réalité une diatribe à l'encontre de ceux qui réclament des sources, une attaque contre ces gens-là qui est honnêtement très moyenne, assez malvenue, et qui du coup ne donne pas de source. Donc là, c'est quand même incroyable. Bon, je vous laisse la lire hein, si vous le souhaitez, c'est pas le sujet, mais là, je suis assez catastrophé parce qu'il n'y a pas seulement des gauchistes qui aimeraient avoir des renseignements sur le sujet, pouvoir consulter des sources. Voilà, il y a aussi des gens comme moi qui sont intéressés par certains éléments qui ont été soulevés. Donc là, je comprends pas. En plus, un gauchiste qui voit ça, il a un angle d'attaque rêvé pour fragiliser cette vidéo et son propos. Donc franchement, je trouvais ça nul. Alors en plus, il dit bon, si vous voulez vraiment des sources, vous faites pause sur la vidéo, vous écrivez le titre de l'article scientifique dans Google et vous cherchez. Mais enfin, franchement, c'est pas comme ça que ça marche. Et je le dis d'autant plus que j'ai réalisé quand même, pour ma part, une vidéo sur un sujet scientifique particulièrement acrobatique, les différences de QI entre les populations. Bon, et cette vidéo, sur laquelle j'ai énormément travaillé, évidemment, j'ai compilé des sources. Et parce que j'étais conscient du fait que le sujet était miné, eh bien, j'ai quand même mené un travail particulièrement soigneux. Enfin, en tout cas, je l'espère. Avec plus de 20 pages de sources où vous voyez, bon bah, il y a bien sûr les titres des études citées et un lien qui renvoie directement vers la page de l'étude. Enfin, ça me paraît le strict minimum. Et c'est hyper pratique parce qu'il y a plein de gens qui sont particulièrement heureux d'avoir un document comme ça, qu'on peut ressortir à l'occasion pour trouver des arguments, trouver des sources pour contrer un gauchiste qui vous parle de tel ou tel micro-sujet au sein de la question des différences de QI entre les populations, etc. C'est un document qu'on peut partager en l'état, et c'est essentiel de faire ce travail-là. Donc là, j'avoue que j'ai pas du tout compris. Je dois avouer que ça me laisse un peu sceptique. Alors, il y a peut-être une explication à ça, mais elle est pas très glorieuse, donc j'espère que c'est pas ça, mais c'est vrai que l'essentiel du travail du Raptor se base sur un ouvrage, Unsettled, qui a été rédigé par Stephen Conine, qui est un scientifique américain, qui a participé au gouvernement de Barack Obama, donc petit joker d'immunité normalement, mais ça suffit pas pour se protéger bien sûr des critiques, hein. Mais donc cette vidéo du Raptor, elle se base quand même beaucoup sur cet ouvrage, ce qui est problématique, parce que quand on a une large partie des sources qui appuient un propos, qui provient d'un seul document, bah, alors ça peut être juste, hein, pas de souci, mais ça manque quand même peut-être un peu d'exploration à côté, d'édification solide d'un argumentaire avec plusieurs éléments mis bout à bout, et puis en plus ça donne un angle d'attaque aux gens en face. Parce qu'il suffit que cet ouvrage soit plus fragile que le Raptor ne le pense, et là tout d'un coup, toute sa vidéo s'effondre. Malgré tout, hein, je répète, ça veut pas dire que ce qui est écrit dans ce bouquin est faux. Je sais pas ce que je dis, j'ai pas d'avis sur la question, je l'ai pas lu, donc c'est pas le sujet. Mais voilà, il y a ça qui quand même, sur la forme et sur le fond, je trouve, est un peu problématique. Bon, ça c'est pour les critiques, mais il y a évidemment beaucoup de points positifs dans cette vidéo. Sur la forme, la réalisation est quand même top, il n'y a rien à dire. Il y a aussi énormément de points super intéressants qui sont soulevés. Et cette vidéo, elle a le mérite de démontrer que le sujet est extrêmement complexe et que tous ceux qui veulent simplifier tout ça, alors dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit les climato-alarmistes ou les climato-sceptiques, en réalité, c'est quand même un joyeux bazar. Il y a des tendances lourdes, on voit le réchauffement climatique est une réalité observée, donc là, il n'y a pas de doute, mais à côté, il y a des annonces apocalyptiques qui, bon, sont quand même à prendre avec d'énormes pincettes. Il y a aussi des modélisations qui sont tellement complexes que c'est dur de se reposer sur elles de manière aveugle. Donc le Raptor a fait une super vidéo qui réintroduit de la complexité sur ce sujet, ce qui était bienvenu. Bon, maintenant que je vous ai parlé des critiques que je pouvais émettre à l'encontre de cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui n'y apparaît pas,
et qui pourtant, pour moi, est essentiel. Le discours écolo-gauchiste nous amène vers l'apocalypse civilisationnelle. Déjà, il faut partir de la base. Nous sommes effectivement une société pétro-industrielle qui repose de manière extrêmement importante sur l'utilisation des énergies fossiles et notamment le pétrole. Et c'est précisément parce que notre société moderne, qui connaît une prospérité que jamais l'histoire de l'humanité n'a connue, qui connaît des progrès technologiques que jamais l'humanité n'a connus. C'est précisément parce que notre société repose sur le pétrole qu'en sortir devient apocalyptique. Le pétrole, c'est pas seulement l'essence, c'est aussi des produits transformés, c'est des vêtements pas chers, c'est des médicaments, c'est du plastique. Il y a énormément de dérivés du pétrole. En réalité, pour simplifier les choses, mais même pas tant que ça, notre société repose quasi intégralement sur le pétrole. Et là où le discours écolo-gauchiste rentre dans une impasse et où aussi notre bonne volonté d'Européens, hein, nous sommes la civilisation la plus écologique de l'humanité, hein, sans aucun doute. Donc ça part de bons sentiments tout ça. On veut préserver la planète, éviter le réchauffement climatique, etc., etc. Ok, mais même si on divisait notre consommation de pétrole par 4 ou 5, ce qui serait catastrophique au niveau économique, civilisationnel, etc. Mais même si on faisait cet immense effort, ça ne ferait que décaler le problème du climat que de quelques centaines d'années. C'est-à-dire pas grand-chose au regard de l'histoire humaine et absolument rien au regard de l'histoire de la planète. Donc ça ne pourrait pas contenter les écolos, puisque de toute manière, on irait forcément inéluctablement vers une augmentation de la température moyenne, etc., etc. Donc c'est pas la solution de réduire, même drastiquement, la consommation de pétrole. En fait, les écolo-gauchistes, ils veulent la sortie du pétrole définitive et complète. Mais le problème de tout ça, c'est que la sortie du monde du pétrole, que ce soit à très court terme, à moyen terme ou même à long terme, en l'absence d'alternative, eh bien c'est le retour au Moyen-Âge. Et pour vous montrer ce que ça veut dire un monde sans pétrole, eh bien je vous propose qu'on fasse un petit test ensemble. Je suis sur le site nosgestesclimat.fr et je vais passer un test qui va analyser mon fameux bilan carbone, bilan climatique, et qui va le comparer aux exigences des sacro-saints écolo-gauchistes qui veulent un monde qui ne dépasse pas le plus 1, plus 1,5 degré de réchauffement. Bon. Vous allez pouvoir observer un peu la société qu'ils veulent. En fait, qu'ils veulent. Il n'y a quasiment aucun écolo qui accepterait de vivre dans la société qu'il prétend désirer, parce que là on est dans la posture totale. Concrètement, qui accepterait de retourner au Moyen-Âge, même si c'était pour préserver la planète? Ça n'a aucun sens. Bon. Mais on va voir ça ensemble. Je vais faire le test pour ma consommation actuelle, et puis ensuite je vous présenterai le résultat du test avec toutes les options au minimum. C'est parti. Alors, on va passer le test. Quelle distance parcourez-vous à l'année en voiture? Je vais dire quelque chose comme 7000 km. Bon, je sais pas si c'est exactement ça, mais ça me paraît pas délirant. Quel est le nombre moyen de voyageurs dans la voiture? Alors, il y a un pré-remplissage à 1.2, je pense que c'est plutôt correct, donc je vais mettre 1.2. Utilisez-vous majoritairement la même voiture pour vous déplacer? Oui, j'en suis propriétaire. Ok. Quel est le gabarit de la voiture? Ah, c'est une ancienne berline, donc go pour la berline. Quel type de voiture utilisez-vous? Thermique, bien entendu. Quel type de carburant? Bon, on va mettre du gazole. La consommation moyenne de la voiture, allez, je dirais que c'est autour de 7 litres au 100, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, peut-être 6. Avez-vous pris l'avion au moins une fois ces 3 dernières années? Oh là là, les questions à choc commencent. Oui. Sur une année, combien d'heures voyagez-vous sur des vols de moins de 2 heures? Court courrier. Oh là là, c'est des questions un peu à la con. Bon, il y a l'aller-retour, donc je dirais, allez, quelque chose comme 6 heures par an. Je pense que c'est à peu près correct. C'est un peu beaucoup par rapport à ma moyenne des dernières années, mais je me dis qu'en fait, un aller-retour, plus un aller-retour, on a déjà fait les 8 heures, quoi, donc bon, pourquoi pas. Sur une année, combien d'heures voyagez-vous sur des vols entre 2 et 6 heures, moyen courrier? Bah là, pour le coup, je pense que j'ai jamais pris de moyen courrier, donc bah, c'est simple, c'est 0. Voilà. Sur une année, combien d'heures voyagez-vous sur des vols de plus de 6 heures? Bah pareil, 0. J'ai jamais pris de gros avions. Utilisez-vous un scooter ou une moto? Non. Parmi ces modes de déplacement, lequel utilisez-vous? Ah bah la marche, bien sûr. Et c'est tout. Combien de kilomètres parcourez-vous en train par an? Alors on va mettre 7000 comme la voiture. Quel transport en commun utilisez-vous régulièrement? Au moins une fois par mois. Ok. Et le bus aussi. Combien d'heures passez-vous dans un bus par semaine? Je sais pas, 1 heure quoi, un truc comme ça. Combien d'heures passez-vous par semaine en métro, tram, RER? Même chose. Let's go. Que possédez-vous pour vos week-ends, vos vacances, hors véhicule principal? Bon, j'ai pas de caravane, rien, donc je passe. Prenez-vous le ferry? Alors j'ai pris le ferry l'année dernière, donc on va dire oui. C'est extrêmement rare. Combien d'heures par an voyagez-vous en ferry ou croisière? Bah là, je peux pas répondre, c'est abusé. J'ai pris une fois le ferry
Allez, 2 ou 3 fois dans ma vie, bon, je sais pas, on va dire 1 heure par an, quoi, du coup, pour équilibrer. Choisissez les 14 repas, déjeuner et dîner de votre semaine type. Végétalien, végétarien, viande blanche. Ouais, je pense qu'il y a au moins 2 repas de viande blanche, hein, même 3 ou 4, hein. Viande rouge, il y en a un ou 2. Poisson gras, il y en a un ou 2 aussi. Poisson blanc, 1 ou 2. Végétarien, franchement, ça peut m'arriver. Donc je vais en mettre 2, faut que je complète. Donc je vais rajouter de la viande blanche et puis aller un végétarien. Consommez-vous des produits locaux? Bah là, c'est une question un peu complexe. Parfois, ouais, parfois. Mais locaux, locaux, ça dépend. Si c'est locaux français, bon bah là, ça arrive quand même très régulièrement. Si c'est locaux régional, c'est un peu moins le cas. Ah ben voilà, nous considérons locaux les aliments qui sont issus de la région où vous vivez et des régions proches. Donc là, c'est plutôt parfois. Quel petit déjeuner vous correspond le plus? Alors, je ne prends pas de petit déjeuner. Voilà. Donc, vous savez toute ma vie avec cette vidéo. Consommez-vous des produits de saison? Ah oui, quand même, pour le coup, très souvent. Je prends jamais de café. Là encore, vous en apprenez des belles sur moi. Pas de thé, chocolat chaud, quasiment jamais. Je ne non plus. Donc non. Quelle est votre consommation par semaine de soda, jus de fruits? Elle est extrêmement faible, donc je vais mettre nul, tout simplement. Quelle est votre consommation par semaine d'alcool? Là, par contre, ce n'est pas une consommation qui est nulle. Waouh, waouh, waouh. Là, je vous révèle tout, hein. Euh, on est au moins à 4 pintes par semaine, plus des verres de vin, les bouteilles, les trucs comme ça. Je sais pas, moi je dirais, franchement, ça va être abusé peut-être, mais je pense 6 par semaine, quoi. Peut-être un peu moins, allez, je vais mettre 5. Mais si je suis honnête, franchement, je mets 6, hein. Je mets 6. Et c'est peut-être même un peu plus. Voilà, j'arrive pas trop à dire, parce que là, je suis obligé d'être dans le flow, je réfléchis pas non plus que ça. Mais au moins 4 pintes par semaine, quoi, au moins 4-5. Donc ça fait déjà 2 litres. Plus, ouais, au moins 1 ou 2 bouteilles. Peut-être pas 6 litres, en fait, quand même. Peut-être que j'exagère un peu. Allez, je vais mettre plutôt 5. Et c'est peut-être moins, en réalité. Mais bon, il y a certaines semaines où c'est plus. Buvez-vous votre eau en bouteille? Non. Combien estimeriez-vous la quantité de déchets que vous jetez? Je jette sans faire attention. Dans quel type de logement vivez-vous? Je suis un citadin, donc c'est un appartement. Ok. Quel est l'âge de votre logement? Alors, il doit dater des années 70, voire 50. Allez, on va mettre 70. Combien de personnes vivent chez vous? J'habite seul. Quelle est la surface de votre logement? Je pense que je suis à un truc comme 60 mètres carrés. Peut-être un poil plus. Des travaux de rénovation ont-ils été réalisés dans votre logement depuis 2000? Oui, 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 oui. Il y a eu des petites rénovations. Donc, je vais cliquer sur rénovation. Quelle est la consommation annuelle d'électricité de votre foyer? Alors là, j'ai pas du tout en tête cette donnée, évidemment. Pas de facture, entrez votre dépense approximative par mois. Bon, avec l'activité YouTube qui est quand même assez énergivore, mine de rien, avec le studio, les lumières, etc. Je pense que c'est 60-70. Je vais mettre 65. En plus, j'ai pas mal d'électricité autre que le studio. Donc, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais bon, vous voyez l'idée. Quel type d'énergie utilisez-vous pour le chauffage de votre logement? Alors, il faut tout remplir. Bon, il y a électricité et il y a aussi du fioul domestique, je pense. Ou peut-être, c'est peut-être du gaz. C'est peut-être du gaz. Quelle est la consommation annuelle de gaz de votre foyer? Je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 90 complètement au pif. De toute manière, le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'extrêmement précis, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça va donner à la fin. Avez-vous souscrit un contrat gaz incluant du biogaz? Non. Utilisez-vous un système de climatisation pour refroidir votre logement? Non, mais en été, ça serait plutôt pas mal. Comment êtes-vous hébergé pour vos week-ends, vos vacances? Hôtel, chambre d'hôte? Oui, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'hôtels de chambres d'hôte, donc carrément. Vous voyez qu'on peut remplir emplacement en camping, hein. Ça, c'est pour l'option hardcore. Je vais vous donner les éléments ensuite. Ok. Combien de nuits passez-vous à l'hôtel ou chambre d'hôte par an? Je sais pas, je dirais, allez, une dizaine, quoi, un truc comme ça. Le Airbnb, le voyage, ouais, d'une dizaine, je pense. Combien d'animaux vivent avec vous au sein de votre foyer? Je n'en ai pas. Quelles sont vos pratiques culturelles? Cinéma, concert, spectacle? Oui. Musée? Oui. Lecture, bien entendu. Pratique de la musique? Non, malheureusement, j'aimerais bien. Quels sont les sports que vous pratiquez régulièrement? Sport individuel en extérieur? Oui. Sport de balle? Oui. Salle de sport, je vais pas à la salle de sport. Sport nautique? Bah ouais, un petit peu quand même, hein. Allez, on va dire oui. Ah ouais, d'accord, donc il parle des motorisés et tout. Non, c'est mort. Combien d'heures passez-vous par jour sur Internet hors bureau?
Je sais pas, allez, je sais pas, je vais mettre 3. Bon, je mets ça un peu au pif. Quels appareils numériques possédez-vous? Téléphone, oui. Télé, oui. Ordinateur portable, oui. Ordinateur fixe, non. Tablette, non. Console, non. Imprimante, non. Ok. Quels appareils électroménagers possédez-vous? Putain, vous allez tout savoir sur moi, hein. Un petit réfrigérateur, là, un combiné. Combiné. Un lave-linge, un four, bah, des plaques, bien sûr, une hotte, oui, tout à fait. Un aspirateur également. Quel meuble de moins de 10 ans possédez-vous? Bah, j'ai un lit, tout simplement. Ouais, je vais pas tout mettre, on avance. Quelle relation entretenez-vous à vos objets, vos appareils, vos meubles? Je m'en sépare facilement. Oui, alors là, je m'en sépare facilement, il n'y a pas de problème. Comment estimeriez-vous votre consommation des produits d'hygiène, savon, maquillage? Bah, inexistante, je suis un gauchiste, je me lave pas. Et d'entretien par mois, 1 à 2 produits par mois, oui, oui, oui. Quelle est votre consommation par semaine de tabac? Je ne fume jamais. Le test ne capte pas encore toutes vos consommations. Comment estimeriez-vous votre niveau de dépenses en produits neufs? Décoration d'intérieur, bricolage, jeux, loisirs créatifs, outils, etc. Moins de 50 € par mois. Et là, ensuite, il rajoute l'empreinte climatique des services publics. Ok. Eh ben, on est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai une empreinte carbone, les amis, de 11 tonnes équivalent CO2 par an. 10,8 si on veut être précis. Bon. Et le gros problème de tout ça, c'est que je ne crois pas non plus avoir un mode de vie hyper polluant, mais je suis quand même très très loin de l'objectif de 2 tonnes équivalent CO2 par an à horizon 2050, qui est nécessaire pour éviter l'apocalypse climatique. Donc vous voyez que là, il y a un très très gros problème. Pour atteindre l'objectif voulu par les écolo-gauchistes, je devrais diminuer ma consommation, la diviser par 5. C'est un truc de dingue. Donc est-ce que concrètement c'est tenable ce truc-là? Bah j'en suis pas certain, parce que ça voudrait dire derrière suicide économique, suicide civilisationnel. Parce que si le français moyen, dont je pense être un représentant quand même à peu près correct, hein, doit diviser par 5 à peu près tout, bah, c'est plus possible en fait. Le pays s'effondre économiquement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les options au minimum. Quelle distance parcourez-vous l'année en voiture? 0. Jamais pris l'avion. Pas de scooter, pas de moto. Uniquement la marche. 0 km en train. Je prends même pas les transports en commun. Pas de caravane évidemment. Jamais de bateau. Je mange uniquement végétalien. Toujours des produits locaux. Pas de petit-déj. Toujours des fruits de saison. Pas de café, pas de thé, pas de chocolat. 0 soda, 0 jus de fruits. Aucun alcool. La vie va être un peu triste, hein. Pas d'eau en bouteille, oh là là. Il y a du plastique dans la bouteille. 0 déchet, bien sûr. Je vis en maison. Ah mais non, une maison, c'est peut-être trop. Non. Ouais, voilà, il vaut mieux un appartement. Ok. Donc je vis en appartement. Il est tout neuf. Comme ça permet d'avoir les dernières normes. Combien de personnes? Ben, j'habite seul, bien sûr, je suis un gauchiste. J'ai pas d'amis. Voilà. Ah non, il faudrait une famille nombreuse, peut-être. Ah ouais, ok. Donc je vais dire que c'est une famille nombreuse. Mais non, là pour le coup, c'est le seul truc où je vais un peu dévier parce que c'est pas réaliste en fait. Quelle est la surface de votre logement? Bah, un studio, voilà, 25 mètres carrés. Allez, la consommation annuelle. Bon, les dépenses, on va dire qu'on est un ultra gauchiste, on va faire 10 € de dépenses par mois électrique. Ok. Et j'ai que de l'électricité, pas de clim, bien entendu. On pue en été. Je ne vais jamais en vacances. Voilà. Donc aucun logement de vacances. Aucun animal, bien sûr. Ouh là là. Pratique culturelle, aucune. Je ne sors pas de chez moi. Les sports, pareil, aucun sport. Ou alors peut-être si, sport individuel en extérieur, peut-être. Comme ça, voilà, on a le droit à un petit peu d'activité physique, mine de rien. Combien d'heures? 0, je n'ai même pas d'ordinateur de toute manière. Quels appareils? Aucun. Quels vêtements achetez-vous neufs en général dans une année? On va mettre aucun. Hein. Quels appareils électroménagers possédez-vous? Aucun. Quels meubles de moins de 10 ans possédez-vous? Aucun non plus. Les dépenses de produits d'hygiène? Bon, on peut pas mettre 0, ce qui est pas très réaliste quand on joue le rôle d'un gauchiste, mais on va dire le minimum. Pas de tabac, même si là aussi c'est pas très réaliste. Moins de 50 € par mois de loisirs. Ensuite, il y a l'empreinte carbone des services de l'État. Une devinette, bon ça on s'en fout. Et voilà, on arrive, et regardez ça, on arrive à 2,7 tonnes. On est encore au-dessus de l'objectif 2050. Le monde rêvé des gauchistes, dans lequel il n'y aura pas de réchauffement climatique. Ce monde-là, il n'existera jamais, parce que même si on a la vie la plus neutre climatiquement possible, en réalité, on est quand même au-dessus de la limite. Donc l'objectif à atteindre, permettant de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, ne sera pas atteint, à moins que nous décidions collectivement, déjà nous Français, puis ensuite Européens, et pourquoi pas tous les peuples de la planète qui se tiennent la main et qui décident de suivre Greta Thunberg vers le précipice civilisationnel,
on pourrait peut-être tous le faire ensemble, mais ça veut dire retour au Moyen Âge. Ça veut dire plus de vêtements, ça veut dire suicide économique, c'est-à-dire qu'il y a plus rien, en fait. Il y a plus d'industrie, parce que ça pollue. Donc on est quoi? En fait, on vit sur les décombres de notre société actuelle. C'est ça l'horizon voulu par les gauchistes ultimement. Mais ils en sont même pas conscients. Combien parmi vous étaient conscients de ça avant de voir la vidéo que je viens de vous présenter là? Quasiment personne. Et c'est pour ça que j'en veux un peu. Enfin, j'en veux, dans toute proportion gardée, évidemment. Mais j'en veux pas au Raptor de pas avoir parlé de ça. Mais c'est tellement important de voir l'irréalisme total de la politique écolo gauchiste apocalyptique là, il faut en parler. Voilà. On ne respectera pas cette limite-là. Quand bien même ils auraient parfaitement raison sur l'origine purement anthropique du réchauffement climatique, ce qui peut déjà se discuter, et que donc effectivement il faudrait limiter notre activité, on n'arrivera pas à la limiter assez pour éviter l'augmentation à plus de degrés. Voilà. C'est impossible. Tout ce que suppose concrètement le test maximaliste, là où on est en mode ultra-gauchiste, franchement, enfin, c'est juste invivable. Suicide économique, les entreprises ferment les unes après les autres parce que plus personne n'achète rien de neuf, il y a plus de production, il y a même plus de déplacement, il y a même plus de voitures, il y a plus de train. Enfin, ça n'a pas de sens. Si les Européens décidaient seuls de faire ça, mais nous deviendrions immédiatement des jouets pour les autres puissances qui, elles, ne renonceraient évidemment pas à cette logique de développement, de consommation du pétrole, de consommation de viande, enfin voilà. On se ferait bolosser par l'entièreté de la planète en réalité. Les Européens disparaîtraient, nous sortirions de l'histoire, alors même que nous avons amené l'histoire de l'humanité à son paroxysme quand même. La civilisation européenne, c'est pas rien. Hein. Bon, tout ça, ça disparaîtrait d'un claquement de doigts. Parce qu'on écouterait des écolo-gauchistes apocalyptiques qui nous disent ah, surtout pas plus de degrés, plus 3 degrés, c'est pas possible, etc. Mais c'est faux. La réalité, c'est que les inconvénients d'un monde qui atteindrait même plus 5 degrés, ce qui est hautement improbable, pourquoi pas, passons, et admettons même intellectuellement que tout soit dû à l'activité humaine, et qu'on ne trouve aucune alternative, qu'on ne développe pas le stockage de CO2, etc. Enfin voilà, on est zéro innovation à côté. Si on atteignait les plus 5 degrés, eh bien les inconvénients de ce monde-là seraient 100 fois, 1000 fois moins graves, 1000 fois moins importants qu'un retour au Moyen-Âge. Parce qu'on peut toujours s'adapter à un climat qui change, notamment parce que le génie européen est là pour trouver des alternatives. Bon, déjà. Mais de toute manière, le programme apocalyptique des écolo-gauchistes nous entraîne vers une société où là, le nombre de morts par rapport au nombre de morts dans un monde à plus 5 degrés, il y a un facteur 10 ou 100. Parce qu'en fait, il y a des famines immédiatement. Il y a des gens qui ne peuvent plus se soigner. C'est la misère totale, en fait. Et je ne parle même pas de l'idée complètement folle qui s'additionnerait à cette baisse drastique de la consommation, de sortie définitive du pétrole. Enfin, les conséquences derrière sont folles. Notre monde repose sur le pétrole, donc ça veut dire que tout le confort moderne, mais même la médecine, je vous ai parlé des médicaments, enfin, tout ça disparaît. Le plastique, les produits pas chers, tout ça disparaît aussi. Enfin, la catastrophe serait totale. Donc oui, il y a un réchauffement climatique. Oui, l'activité humaine doit certainement y concourir à un niveau ou à un autre, bien entendu. Mais il n'y a pas d'autre alternative que le maintien dans la société pétro-industrielle, sauf à vouloir nous précipiter dans un trou noir civilisationnel, une impasse pour l'humanité tout entière qui nous ramènerait au Moyen-Âge. Et encore, parce que ceux qui vivaient au Moyen-Âge, ils avaient une longue sédimentation de savoir-faire, etc., qui leur permettait de vivre plutôt correctement à leurs yeux, enfin bon, ça se discute, mais plutôt correctement, on va dire, par rapport en tout cas à nous, qui, si nous étions projetés dans ce monde-là demain, par un claquement de doigts de Thanos Thunberg, on se retrouverait dans la famine, on ne serait même plus cultivé comme à l'ancienne. Enfin ouais, c'est pas possible en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus. Tout ça, c'est du délire pur et dur. Donc pour sortir de cette impasse-là, il faut s'extraire du logiciel écolo-gauchiste et essayer d'être plus positif. Oui, il faut quand même effectivement réduire l'utilisation de pétrole. Ça me paraît nécessaire pour les générations futures, mais aussi parce qu'on doit développer des alternatives dès maintenant, donc pourquoi pas commencer? Je veux dire, c'est logique de le faire dès maintenant. Mais il faut que nous mettions une part extrêmement importante de notre énergie à destination de l'innovation. Il faut que nous trouvions des alternatives au pétrole. Et là, ce ne sont pas les écolo-gauchistes qui vont nous aider, ce sont des ingénieurs, pas des sociologues, hein, des ingénieurs, qui sont tournés vers l'excellence, la gauche déteste ça, qui vont nous aider à trouver des alternatives. Des ingénieurs qui refusent l'obscurantisme de la gauche, le catastrophisme de la gauche. Pour ce qui est des finances, on pourrait déjà rediriger l'intégralité des subventions aux énergies renouvelables. Allez, on laisse 10%
à tout ce secteur-là, parce que c'est un secteur quand même qu'on doit développer en recherche et développement. Je pense que c'est une piste intéressante qui peut être complémentaire d'autres, pourquoi pas. Mais 90% des subventions, bam, on met dans la recherche, dans le nucléaire, dans la fusion. Voilà, c'est ça le projet, c'est ça le futur. Et surtout, la chose essentielle qu'il faut faire en premier, c'est détruire cette idéologie de gauche qui nous emmène vers le précipice. Voilà ce que j'aurais aimé que le Raptor dise dans sa vidéo. Alors, à sa décharge, personne ne le dit. Je crois, je peux me tromper, hein, mais je crois être le seul qui a cette analyse-là, qui est pourtant la seule tenable, la seule logique, c'est le bon sens qui s'exprime. Voilà. On n'a pas d'alternative. Voilà. On peut faire des efforts, mais on doit trouver autre chose que la sortie du pétrole, que la division par 5 ou 6 de notre consommation actuelle, de notre mode de vie actuel, parce que ces solutions écolo-gauchistes-là, elles sont intenables, elles sont mortelles. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez découvert des choses, si je vous ai un petit peu ouvert l'esprit sur tout ça, si vous avez apprécié ce que j'ai fait, si vous appréciez plus largement mon travail, vous avez la possibilité de me soutenir. En description de cette vidéo, vous avez un lien vers ma page Tipeee qui vous donne, en échange de ce soutien mensuel, l'accès à la communauté Sunrise avec plus de 80 vidéos exclusives, l'accès également à un canal Telegram dédié. Vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel si vous le souhaitez. Tout est en description. Merci d'avance les amis et à très vite.